il y en a marre. Il y en a marre. C'est la guerre, mec. On n'a pas le temps de. Mais il y a de l'écho. On n'a pas le temps d'être. De Mais attends, mais elle a mis Ah combien ouais de trucs sur l'anglais là? Attends. On m'entend en double là. On t'entend double, ouais. Ah, c'est insupportable. Oh là là. En fait, il y a un écho chez quelqu'un. C'est horrible. C'est Joseph. Mutez-vous tous. Oui, c'est Joseph. Joseph. Pas, les gars. Attends. Désactive ton micro, Joseph. Attends, je vais le faire. C'est bon? Ah, c'est bon. Non, j'ai pas. Ah merde. Ouais. Ok. Alors, je vais vous parler du temps du gaullisme triomphant. Donc ce gaullisme triomphant, il s'étend de 1958 à 1974. Et donc, ça intervient, 1958, c'est quoi le contexte? Ça intervient pendant la guerre d'Algérie, on en avait parlé avant. Et donc, c'est la guerre d'Algérie qui entraîne le rappel de Gaulle. Et donc De Gaulle, qui est plutôt contre les institutions en place de la 4ème République et qui va proposer aux Français, par référendum, une nouvelle constitution. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui change entre la 5e et la 4ème République? Là, j'ai plus de pouvoir. Oui, mais quoi Putain, comme, chacal, j'allais le faire. quoi comme pouvoir? Et le pouvoir exécutif fort. Ouais, Non, mais par exemple, je crois que c'est lui qui nomme les présidents des assemblées, je crois déjà. oui, mais surtout, Je enfin, sais pas, c'est un pouvoir. qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? C'est le. Oui, c'est il peut ça. dissoudre l'Assemblée, mais aussi il peut pas faire des référendums, des référendums, je crois. Il Ouais, peut s'adresser au peuple directement. Voilà, il peut proposer des référendums pour établir un lien avec le peuple. Et donc ça c'est le lien avec le peuple, c'est une base du gaullisme. Donc ça, tu vois, maintenant, les gaullistes de maintenant, ils l'ont plus, ça. Enfin, je sais pas si tu suis un peu les gaullistes de maintenant, genre Dupont-Aignan et tout. Enfin, voilà, c'est un truc qui s'est perdu. Donc, on peut pas dire que maintenant que les gaullistes, ils soient restés gaullistes. Et donc, il y a aussi, il y a aussi les autres trucs qui changent. Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est plus compliqué, par contre. C'est-à-dire les autres trucs qui changent. Bah, il y a un autre truc qui change, notamment au niveau des parlements. Il y a beaucoup trop de parlements. Ouais, non, il n'y en a que 2, ça va. Non, je veux dire, il y a, il y a le Parlement, il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oups. Mais qu'est-ce qui change pour le Sénat, par exemple? C'est ce que j'avais dit avant. C'est pas lui genre qui check les lois, voir si c'est bon? Ouais, et c'est aussi le Conseil constitutionnel sur tout ça. Ouais, ou bof. Non, en fait, ce qui change, c'est que le Sénat, avant, eh ben, il avait juste un rôle consultatif. Parce que l'Assemblée nationale, elle était un peu omnipotente. Enfin, après, pas omnipotente, mais elle avait vraiment beaucoup plus de pouvoir. Et donc, le Sénat, il servait un peu à rien, hein, faut le dire. Alors que là, maintenant, il a un vrai pouvoir. C'est donc, comme tu as dit, Karl, il s'occupe de veiller, de valider ou pas une loi. Et donc, maintenant, il a un rôle central dans la législation française. Et donc cette constitution, elle a été rédigée par des proches de De Gaulle, ils ont aidé De Gaulle à la rédiger. Et donc dans ces personnes qui ont aidé à la rédiger, dans ses proches, on retrouve André Malraux, donc le célèbre écrivain et aventurier. Donc je sais pas s'il est plus aventurier ou qu'écrivain. Je dis un livre qu'il a écrit, André Malraux. La condition humaine. Voilà, c'est tout. Et il y a aussi Michel Debré, je crois qu'il y a un hôpital à Reims qui porte son nom. Ou alors c'est celui de son fils. C'est Robert Debré à Reims. Ouais, c'est. Ah ouais, bah c'est Robert Debré. Ouais, Ah ok, oui, donc son fils a Michel Debré, c'est Jean-Louis Debré, donc c'est même pas un des deux, donc je dis de la merde.
Donc bref. Alors, qu'est-ce que c'est que le gaullisme? Vas-y, je peux changer de diapo, Momo, si t'étais sur le truc avec le schéma là. Attends, Rémi, t'as dit que le gaullisme triomphant c'était de 58 à. Le gaullisme triomphant, c'est de 58 à 74. Donc voilà, je vais vous poser un peu le contexte de ça. Je vous ai posé un peu le contexte de 58. Et donc là, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est que le gaullisme. Je vais vous donner une petite définition. Alors, vous notez, hein. Alors, le gaullisme, c'est une idéologie politique. Je lis mon diapo là. Momo, t'es sur la diapo d'après ou merci marqué, c'est quoi le gaullisme? Oui. Voilà. Alors, c'est une idéologie politique s'inspirant des idées émanant du général de Gaulle. Elle repose sur l'indépendance de la nation, un exécutif fort incarné par un leader charismatique, le lien direct entre le chef de l'État et le peuple, le rassemblement de tous les Français, le refus du libéralisme économique, le double refus du capitalisme et du socialisme révolutionnaire, le pragmatisme politique et une forme de conservatisme sociétal. Donc, j'essaie un peu de vous expliquer dans le détail. Donc, l'indépendance de la nation, ça se traduit par le fait que, donc sous De Gaulle, déjà pendant le GPRF, entre 44 et 46, De Gaulle avait tout fait pour que les États-Unis comment dire, n'interviennent pas trop dans la politique intérieure de la France, que ce soit juste une aide financière pour se reconstruire, et que la France conserve sa souveraineté et son autonomie. Donc c'est par là que De Gaulle recherche l'indépendance de la nation. Et donc cette indépendance de la nation, maintenant De Gaulle, donc à travers le gaullisme, il va la chercher sur le plan international par sa politique étrangère. Et donc sa politique étrangère, ça va être de prendre du recul par rapport à l'OTAN. En 66, je crois, ouais, c'est peut-être ça, en 66, la France quitte le commandement militaire de l'OTAN, justement pour avoir plus d'autonomie, parce que toute leur politique de défense atlantique, elle est dictée par cette organisation-là, l'OTAN. Et donc, De Gaulle, ce qu'il souhaite, c'est que la France puisse dire oui ou non à chaque fois. Et donc, ça passe aussi par le développement du nucléaire. En 60, la France se dote de la bombe A. Et donc, ça lui permet, de consolider son siège de membre permanent à l'ONU et d'apparaître comme une grande puissance militaire. Donc, maintenant que la France a la bombe A, personne ne va la faire chier, quoi. Va venir la faire chier. Et donc, l'exécutif fort incarné par un leader charismatique, donc on l'a dit, c'est le président qui a les pouvoirs renforcés, comme on l'a déjà dit. Et enfin, le leader charismatique, c'est un président, comment dire, qui une sorte d'incarnation du sacré. Il incarne la nation, il a une dimension presque sacrée. C'est quelqu'un qui est chef des armées, qui est dépositaire de l'autorité publique. Puis De Gaulle, lui, il est adepte des bains de foule, par exemple, pour entretenir sa popularité. Et, et aussi son charisme, il le montre via ses voyages à l'étranger et aussi ses décisions fortes comme rétablir des relations diplomatiques avec la Chine, hein, ça on peut en parler. Enfin, après il y a quoi? Ah oui, le rassemblement de tous les Français, bah ça c'est juste, bon, ça c'est pas très compliqué, hein, c'est juste que le gaullisme, c'est ni de droite ni de gauche. C'est comment dire? C'est une forme de pragmatisme politique. S'il faut être de gauche, ce sera de gauche. S'il faut être de droite, ce sera de droite. Donc peu importe de quoi. Enfin, ça se revendique pas d'une idéologie particulière en termes de politique. Donc c'est pas socialiste, c'est pas tel ou tel truc. Attendez, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Tant pis. Enfin, après, ça refuse le libéralisme économique. Donc en fait, l'État, ça veut dire qu'il va intervenir massivement dans l'économie. Donc c'est lui qui va dicter la politique à suivre. Mais par contre, c'est pas socialiste parce que c'est pas lui qui fixe les prix. Voilà, il y a quand même un marché qui est pas contrôlé par l'État, mais c'est l'État qui fait en sorte qu'il y ait des règles sur ce marché et qu'il y ait des objectifs à atteindre. Voilà, là c'est un peu compliqué, vous êtes obligé de le savoir, hein, la partie économique, bien sûr.
Après, le refuge du capitalisme, ça veut dire que ça va pas être. En fait, il va y avoir une aide de l'État pour que l'État soit social. Donc, on avait déjà parlé avec l'État de Providence, donc l'État de Providence reste. Et ça va. Le capitalisme, en fait, c'est l'exploitation d'une classe par une autre. Et donc, ça va. Enfin, voilà. Il va y avoir une forme d'égalité sociale en France avec le gaullisme. Mais ça refuse aussi le socialisme révolutionnaire. Donc, c'est pas la lutte des classes pour qu'à la fin. On ait un prolétariat, une dictature de prolétariat. Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu ça, le socialisme révolutionnaire, le communisme. Et donc, enfin voilà, c'est pas dans l'extrême. Et après, voilà, le pragmatisme politique, j'en ai parlé, et le conservatisme social. Ça, c'est parce que De Gaulle, il a été éduqué à la vieille. Donc, c'était un bon petit cateau. C'était un petit cateau qui avait un profond respect pour les études. Donc voilà, le conservatisme social, après, ça va peu à peu partir du gaullisme par obligation. Vas-y, passe à la diapo suivante. Passe à la diapo suivante, Momo. Hop là. Alors, le changement, c'est maintenant. Pourquoi le changement, c'est maintenant? Eh bien, grâce à la nouvelle constitution, le président, il change de rôle. C'est lui qui incarne l'État, c'est lui qui incarne le pouvoir. Et voilà, c'est vraiment lui la figure qui préside. Voilà, De Gaulle a su rompre avec les institutions de la 4ème République. Et il a prolongé son œuvre modernisatrice. Donc l'exécutif est renforcé. Donc on a déjà dit ça, le président il est plus puissant, il peut dissoudre l'Assemblée, il peut consulter les Français par référendum. Donc ça c'est vraiment une caractéristique du gaullisme, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, il arbitre aussi. Il délègue au Premier ministre ce qu'on appelle l'intendance. Donc, attendez, voilà. Donc, ce sont les Ouais, on t'entend plus. Vas-y, Freitas. Il est mort, le prof. Ah, les méchantes. C'est pas méchant, c'est un constat. Pas faux. Salut, je me réveille. Thibaut. Vous occupez pas de moi, je prends le cours en route, je regarde la rediff pour le début. Ah. Rémi, il est mort en live. Ça avait commencé depuis longtemps? Vous aviez commencé à 10h pile? Ça fait 10 minutes, encore. Ok. Oh, mais l'intro, elle est longue. Hein. Ok, ça va, je peux arrêter grand chose. Bah, je regarderai ça en rediff. Ouais, il n'y a pas Rémi. Comment ça, Rémi est mort? Non. Attends, son micro est Attends. activé. Attends, je le déco et il reviendra. Ouais. Mais Chirac, il avait genre 20 ans, hein, sous De Gaulle. Chirac, il avait genre 25 ans sous De Gaulle, Alexandre. Oui, non, mais je me suis trompé avec le président. Je sais qu'il est mort parce qu'il est vieux, mais. Ah, voilà. Allez, essayez de me trouver le nom de ces 3 premiers ministres à Charolais. Le bon vieux général. Déjà, il y en a un qui l'a aidé pour rédiger la Constitution. Un sur les deux que j'ai cités. André Malraux. Malraux, non. Malraux, lui, il était ministre de la Culture. Ah, et l'autre, c'est quoi, là? Ah, Debré. Ouais. Ouais, Michel Debré. Debré, c'est de... Ouais, je t'entends bien. Debré, donc c'est... Debré, c'est pendant les 3 premières années de mandat de Gaulle. Donc... Ensuite, il y a Pompidou. Ouais, il y a Pompidou, de 62 à 66. Ça fait genre 5 fois que je le dis, mais genre... Mais... Oui, mais Pompidou, Joseph, mieux que toi. Oh. Tu nous as dit sur les 3. Il n'y a pas Chaban. Et donc, Chaban, le dernier, je pense que vraiment c'est impossible que vous le trouviez. C'est du coup, je vais vous le dire. T'as cherché sur internet, c'est bien joué. C'est sur la même page de Wikipédia que moi, Alexandre. Comme ça, hein.
Ouais, je savais. Bah, bref. Donc, ouais, le dernier, c'est Coupe de Murville. Donc, C'était on comment? va dire que le boss des premiers ministres, ça a été quand même Pompidou, hein, si vous deviez en retenir qu'un. Ouais. Donc, Très bon, ça redit, quoi. Non, mais tranquille, c'est pas grave. donc voilà, la Allez, ça politique va, intérieure. Eh oh, oh, oh. La politique intérieure, il la délègue donc à son premier ministre, donc qui vont changer au fur et à mesure de ses deux mandats. Il n'ira pas au terme de son deuxième mandat, De Gaulle. Et donc ensuite, il y a une. Il est mort? Il démissionne. Mais non. Il démissionne et Quoi, en là, plus il est après il mort. meurt. Donc vas-y, il se prend un Il combo démissionne dans en la gueule, le 68 et il pauvre. meurt en 70. Non, c'est en 69 qu'il démissionne, De Gaulle. Merde, Mais comment tu sais ça, Carlos? j'ai le C'est savoir. marrant, les profs d'histoire. J'ai le savoir. Je détiens le savoir. Donc la politique intérieure, elle est gens qui déléguée à connaissent son beaucoup les premier choses. ministre. Et oh. On écoute là les jeunes, ça. Donc la politique intérieure, elle est déléguée à son Premier ministre, mais la politique étrangère, c'est son domaine réservé. Et donc pourquoi c'est son domaine réservé? Parce que De Gaulle, il est aussi charismatique. Hein, donc comme j'ai déjà dit dans la partie d'avant, c'est le chef beau des gosse, quoi. armées, il est doté d'une dimension sacrée, c'est une figure d'autorité. Et puis il entretient tous ces points-là grâce au bain de foule. Et puis, ses voyages à l'étranger pour restaurer l'indépendance de la France, hein, donc, qui est un des préceptes, un des principes du gaullisme, hein, l'indépendance de la France face aux grandes nations. Il Voilà. claquait, quoi. Il se faisait respecter dans l'Europe. Voilà, donc lui, quand il serrait des mains, je veux dire qu'il serrait pas comme un PD. Il transmettait pas le corona, mon pote, quand il serrait des mains. Ah, c'est le Corona qui transmettait le De Gaulle. C'est ça. Donc, alors maintenant, le premier défi de De Gaulle, quand il arrive à la tête de l'État, c'est de sortir de la guerre d'Algérie. Hein, donc, à l'étranger, donc internationalement, l'opinion peut. On entend ton bol mieux que toi. Bon, allez. C'est toi mieux de toi, Clément, vas-y. Donc l'opinion publique internationale, elle voit d'un très mauvais œil cette intervention-là. Donc c'est suite à la crise de Suez, hein, donc comme j'avais dit avant, dans la partie d'avant. Suite à la crise de Suez, il y a une sorte d'hostilité qui se met en place contre les puissances coloniales. Et donc voilà. Oui. J'ai une question. La crise de Suez, c'est le même truc que ce qu'on a vu sur le Moyen-Orient, là, avec Exactement. le canal de Ouais, Suez. c'est ça. Okay. Ça part de là. Okay. Ça part de là. Mais tout a un lien dans l'histoire. Hein. Tout a un lien. Bah, Tout est lié, les amis, je vous le dis, tout est lié. C'est des dominos l'histoire, c'est pour ça que c'est marrant. Alors, donc, De Gaulle, lui, donc, comme il n'a pas d'avis arrêté, hein, parce qu'au départ, il a appelé justement pour trouver une solution afin que l'Algérie reste française, hein, parce qu'il y a quand même 1 million de Français d'Algérie, 1 million de Français d'Algérie en Algérie, donc, je suis con. Et voilà. Donc lui, il va suivre une ligne pragmatique. Et comme en fait, ça empêche la France d'être puissante dans ses relations diplomatiques, hein, d'avoir un réel, d'avoir une totale, voilà, d'avoir une vraie influence. Donc De Gaulle, lui, va plutôt suivre une ligne pragmatique. Et durant les 4 années où la guerre d'Algérie va continuer pendant son mandat, donc il y avait déjà eu 4 années pendant la 4e, mais ça dure un petit peu plus longtemps sous De Gaulle. Durant les 4 années que vont encore durer la guerre d'Algérie, il va progressivement s'engager vers la décolonisation de l'Algérie. Et donc, il doit faire face à une opposition virulente parce que les pieds noirs, ils s'appelaient pas encore comme ça. Il faut savoir que les pieds noirs, quand ils habitaient en Algérie, ils n'avaient jamais entendu, ils savaient pas du tout que, ils n'avaient jamais entendu ce surnom-là. Hein. C'est quand ils sont revenus en France, hein, quand ils avaient appelé les pieds noirs. Ensuite, voilà. Donc les pieds noirs, ils sont abandonnés. Puis il y a l'OAS qui se crée. Donc l'OAS, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation de l'armée secrète. Donc ça va être organisation de l'armée secrète. Elle va provoquer des attentats en Algérie, en France, pour contester ce désengagement progressif d'Algérie de la part de la France.
Et donc en avril 62, il y a les accords d'Évian qui sont signés. Et donc il y a deux référendums qui sont proposés en français. Un pour l'autonomie de l'Algérie, pour l'autodétermination de l'Algérie. Donc il y a 75% de oui. Et l'autre pour carrément l'indépendance de l'Algérie. Donc là, c'est encore plus fulgurant. Il y a 90% de oui. Donc ces deux référendums, c'est un grand succès pour De Gaulle. Faut savoir que De Gaulle, il a toujours eu une légitimité de par son passé. Et donc, on avait par exemple des gens qui étaient profondément communistes, qui, comme c'était De Gaulle, votaient toujours pour De Gaulle, en faveur de De Gaulle, dans le sens de De Gaulle. Donc vraiment, il a une légitimité que je pense que personne n'aura plus. Hein, ça me paraît impossible avant qu'il y ait une guerre ou autre. Ensuite, en août 62, il y a un attentat qui vise De Gaulle, donc qui est orchestré par des partisans de l'Algérie française encore. Et donc Charles de Gaulle est blessé, mais voilà, l'attentat échoue quand même. Et donc De Gaulle, il profite de ce contexte pour dissoudre l'Assemblée nationale et proposer un référendum aux Français. Donc pourquoi il dissout l'Assemblée nationale? C'est pour consolider sa majorité. Donc là, donc le peuple il est uni derrière De Gaulle, donc évidemment, voilà, c'est très opportuniste ce qu'il fait. Et ensuite, il soumet un référendum en français pour réviser la Constitution. Donc ce référendum-là, cette révision de la Constitution, c'est la dernière grande réforme, non, l'avant-dernière, qu'est-ce que je dis? L'avant-dernière grande réforme de la Constitution, et la dernière elle est sous Chirac. Donc quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette révision de la Constitution, en quoi elle consiste? Ah merde, c'est marqué, je suis con. Ouais. Bon, vas-y, quelqu'un peut me le dire quand même. Bah, c'est la 5e. La quoi? C'est pour la 5e République. Bah bien sûr que oui. Trop fort, Carl. Oh, non, mais alors, en quoi elle consiste cette révision? Voilà, qu'est-ce qui change? Est-ce que quelqu'un sait? Bah, ce que t'as mis sur le diapo. C'est quoi, On a Carl? pas Tu sur mets le des mots sur? diapo, là. C'est pas la bonne diapo, je pense. Momo, faut qu'il change. Ouais, c'est le sortir de la guerre d'Algérie. Je sais pas qui c'est qui. Voilà. Parce que j'ai envoyé un DM Discord pour lui dire change de diapo pour pas casser les couilles dans le vocal, mais il lit pas ses DM donc. Voilà. On est en train de streamer un. Non, ouais. N'hésite pas à changer de diapo. T'es Hein, parti chier. j'ai oublié de te le dire. Non, bref. Donc, suite à. Donc, le référendum, je sais plus, c'est-à-dire c'est en quoi? C'est en octobre, je crois. Voilà, c'est pour changer le mode d'élection. universel. Bravo, Thibaut. Tu sais Je lire. sais bien lire, mec. Ouais. Et donc, à l'époque, les partis politiques, vraiment, donc ce que j'ai pas dit, c'est que c'est des partis politiques de masse. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, qui adhèrent au parti et qui sont membres de ce parti. Donc je crois que le Parti communiste, c'est genre 4 millions d'adhérents, quelque chose comme ça. Donc les partis de masse, Des adhérents actifs en mode. Genre juste. bah, ça veut dire que pour ce parti-là. non, ça veut dire qu'ils sont inscrits au parti et puis ils contribuent financièrement Ah oui, ou, voilà. Ah oui, putain. ou quoi, tu vois. Ah oui, Et puis, plus que ensuite, ils voteront toujours pour des élus, pour des représentants de ces partis. Ouais, c'est normal. Et voilà. Et donc, ces dimensions-là, elles se perdent un peu aujourd'hui. Faut le souligner. Et donc, voilà. Donc, le mode d'élection du président est changé. Parce qu'avant, c'était compliqué. C'était un collège électoral qui élisait le président. Donc, c'est plutôt. Voilà, c'était plutôt compliqué. Il y avait une grande partie des Français, je crois qu'il y avait des sondages qui révélaient qu'il y avait 60% des Français qui ne savaient pas comment De Gaulle comment le président était élu plutôt. Et donc ça va un peu simplifier les choses. Et puis on va se mentir, c'est un procédé qui est bien plus démocratique. Hein, donc malgré le fait qu'il y a un tollé, que les partis fassent un tollé à l'époque, au final c'est quand même un renforcement de la démocratie parce que c'est voilà, le lien entre le chef de l'État et le peuple qui est davantage consolidé. Vas-y, tu peux changer de diapo, Mo. Juste, attends, Rémi, je m'écarte un peu, mais il n'y avait pas un truc où genre les femmes, elles ont eu le droit de vote un an avant les militaires, je crois, un truc comme ça. Et du coup, genre la femme de Gaulle a pu voter un an avant lui. Une connerie dans le style. Ah, peut-être. Je crois que je les sais pas. militaires, ils ont le droit de vote, genre un an après. Ouais, ils l'ont peut-être eu en 45, ouais, t'as raison. Ils l'ont peut-être eu en 45 et les femmes, elles l'ont eu en 44.
Ou alors en 46, parce que les femmes, elles votent pour la première fois en 45. Je crois que c'est un délire comme ça. Ouais, mais je crois que t'as raison. C'est tout. Donc maintenant, je vais vous parler des nouveaux serviteurs de l'État. Donc je sais pas si t'as fait deux diapos, Momo. Est-ce que vous êtes Ouais, au c'est grand bon. C là? Ok. Alors on a ce qu'on appelle des hauts fonctionnaires qui commencent à émerger et à peupler les ministères et les assemblées. Et donc ces hauts fonctionnaires, ils sont issus, ces hauts fonctionnaires politiques, ils sont issus de Sciences Po, donc Rime donc le futur fonctionnaire politique. Ah ouais, peut-être on verra. C'est pas sûr. C'est pas sûr que Jacques soit pris là-bas, hein, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ces hauts fonctionnaires, ils sont issus de Sciences Po et de l'ENA. Donc, la voie royale, c'est quoi? C'est faire Sciences Po puis l'ENA. Hein, il y a 80% des gens qui font l'ENA qui ont fait Sciences Po avant. Il y en a qui ont fait Polytech et tout. Alors, je vais vous donner exemple de. Ça prend combien d'années d'études de faire Sciences Po plus l'ENA? Alors, Sciences Po. Alors, attends. Alors, l'ENA, je vais vous dire combien de temps ça prend. L'ENA, c'est 3 ans. Et donc, c'est un master normal. C'est peut-être 2 ans, je sais plus. Enfin, c'est même pas un master. Enfin, je sais plus. Bref. Oui, d'accord. Donc, l'ENA, c'est Ouais, 2-3 je pense ans. que c'est Et bac Sciences plus Po, 6. c'est. Bac plus 6, l'ENA. T'as 3 ans, 3 ans, 3 ans. 3 ans Sciences Po, 3 ans l'ENA. Ouais, c'est ça, je crois que t'as ton de sciences. Je crois que Après, c'est bac plus 3, hein, l'ENA. Et donc. non, c'est pas possible, non. Parce que Bah, si si. t'as Sciences Po pas, si t'as Sciences Po avant, t'es obligé d'avoir plus que bac plus 3. Ouais, mais non, parce Si tu que. fais Sciences Par Po exemple, plus Giscard l'ENA, d'Estaing. Je vous donne l'exemple de Giscard d'Estaing. Donc, Giscard d'Estaing, lui, né en 1926. Et donc, en 44. Il rentre à Polytechnique, hein, il est premier, hein, donc on peut dire. C'est pas lui qui a fait genre deuxième et du coup qui l'a repassé pour. Si. Il a, il Voilà. a, il a retapé 2-3 fois. Et ouais, il a retapé 2-3 fois pour être premier. Il avait 18 ans quand il est Tu peux pas entré. le faire plus de 3 fois en fait. Ouais, Genre, par première fois, Ouais, il a c'est fini ça. deuxième, il l'a refait. il avait- Genre, il a fini deuxième la deuxième fois et il l'a refait quand même. Alors que, genre, si la troisième fois tu rates, bah t'es niqué. Et il a fini Ouais. premier la troisième fois. Venir, je pense qu'il allait quand même rentrer, hein, parce qu'il était prêt à chaque fois, donc il s'en battait un peu les couilles. Hein. C'est juste Giscard, pour son ego, quoi. Et Ouais. donc, Giscard d'Estaing. Donc Giscard d'Estaing, ça s'écrit Giscard, D''ESTAING. Mais Voilà. il avait pas acheté le destin. Genre, il avait pas acheté Si, si, L'album il de a acheté la Bingo, il avait particule. Merci Thibaut. Bref. Alors, euh, donc, je vais vous expliquer un peu son parcours à Giscard. Donc Giscard, en 44, donc à 18 ans, il entre à Polytech. Et 4 ans après, il rentre à l'ENA. Donc à l'ENA, il est formé à être haut fonctionnaire. Et dès sa sortie de l'ENA, en 52, il devient inspecteur général des finances. Donc autant vous dire que l'ENA, c'est une sorte de... comment dire, de propulseur. Directement, tu fais l'ENA, paf, hop là. Tu arrives à une place haute des institutions françaises. Ensuite, en 54, il devient directeur adjoint du cabinet oh putain, d'Edgar Faure, donc qui était président du conseil à l'époque. En 56, il devient député du Puy-de-Dôme. En 59, il est secrétaire d'État aux finances. De 69 à 74, c'est le... Non, de 62 à 66, c'est le ministre des Finances. De 69 à 74, c'est le ministre de l'économie et des finances. Et en 74, il est élu président de la République. Et donc, autant dire que c'est des narcs, hein, comme on les appelle. Ils sont omniprésents dans le paysage politique français. Et donc, ils sont encouragés à se présenter, à devenir des élus. Et donc, ils se présentent aux législatives, et donc peu à peu, on perd cette dimension hétéroclite de l'Assemblée nationale. C'est plus des agrégés de philo, des journalistes, des scientifiques qui sont députés. Non, maintenant, ils font un peu tous la même chose de leur vie. Et donc, voilà. On peut dire que c'est peut-être mieux parce que c'est leur métier d'être homme politique. Mais d'une autre part, c'est. Il y a. Ça représente Voilà. pas assez la France.
Ouais, voilà. Et donc, ensuite, donc il y a Giscard ou Chirac, hein. Chirac a fait Sciences Po puis ENA, qui représente bien cette nouvelle génération. Même Macron il a fait Sciences Po et puis ENA. Bref, c'est vraiment une voie royale, hein, de faire les deux. Donc ensuite, on a des Ça spécialistes. arrive souvent qu'il y en ait qui passent par d'autres voies que ça et qui finissent président quand même. Bah ouais, Giscard, il a fait Polytech. Ouais, mais Il a fait Polytech, c'est quand même stylé aussi, tu vois. Polytech Bah, plus De ENA, Gaulle, De Gaulle, il a fait général et ensuite président. Ouais, non, mais Ouais. ça compte pas, c'est Non, le mais je premier. crois qu'il y a. Ouais, Sarko, je crois qu'il a fait l'ENA aussi. Attends, je recherche. Hein. Il a Mitterrand, fait ENA, Macron. Mitterrand, il n'a pas fait. Ok. Mitterrand, il n'a pas fait l'ENA, je crois. Attends, je dis peut-être de la merde. Et Hollande, il a fait quoi? Comment Hollande, il trouver a sa fait l'ENA, carrière? lui. Ah ouais, putain, le boss. Hollande, c'est pas un guignol. Hein. Frère, je tape Contrairement à ce qu'il Hollande, laisse croire. il me parle de Hollande. Mais genre, Hollande, le pays, c'est sûr. Ah non, moi j'ai tapé Hollande, j'avais que des trucs sur François. Bah, Hollande est une région et une ancienne province des Et Pays-Bas. t'as tapé avec une majuscule ou pas? Rémi, Non. tu t'égares là. Ouais, non, Bref, ok. donc, alors moi je vais vous parler des C'est bien. spécialistes qui peuplent les ministères. Donc, ce sont les conseillers comment dire, qui sont avisés, qui sont spécialistes de telle ou telle chose. Et donc, ils sont issus de très prestigieuses écoles d'ingénieurs. Donc, ils viennent d'écoles d'ingé, donc voilà, je les cite, la Polytech Centrale, les mines. Ils sont voilà, ils sont aussi à la tête d'entreprises publiques, donc qui relaient l'action de l'État. Et donc leurs compétences, elles sont mises au service des ambitions modernisatrices du pouvoir. Donc grâce à ces spécialistes-là, on va avoir des gens qui s'y connaissent dans les ministères. On va avoir une administration très dynamique et ça va justement participer à l'essor de l'État. Allez, vas-y, change de diapo, Momo. Voilà. Donc, grâce à cette administration qui est spécialisée, formée dans des institutions particulières et qui est très dynamique, on a un État donc qui intervient massivement dans la vie des Français. Donc déjà en matière d'économie, il entreprend il reprend plus ou moins la direction de la 4ème République, qui est d'agir au sein de l'économie. Donc c'est pas du tout même du libéralisme économique, mais c'est pas non plus du socialisme. On n'arrive pas jusqu'à là. Et donc c'est l'État qui joue un rôle central dans cette En vie vrai, tu fais un économique. écho, je crois. Oh, c'est l'État qui joue un rôle central dans cette économie. Il va fixer les grandes lignes à atteindre, les grands objectifs. Et puis, c'est lui qui va être à l'origine de projets. Donc, ça va pas être des entreprises privées. Hein, ça va être l'État qui va développer le nucléaire, qui va développer les transports. Et donc, ça, je vais en parler. Donc, justement, l'État aménage. Il va créer la DATAR en 63. Donc, la DATAR, c'est la délégation à l'aménagement. La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Délégation de l'aménagement. Non, la délégation À à l'aménagement. l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Donc en 63. Et donc ce truc là, la DATAR, c'est pour corriger les inégalités régionales en quelque sorte et développer les agglomérations. Et grâce à cette DATAR, on a de nouvelles villes comme Cergy-Pontoise en région parisienne. En région parisienne, on a Cergy-Pontoise, Sénart ou encore Évry qui font leur apparition et qui vont jouxter l'agglomération parisienne. Et puis après, il y a des ZIP qui apparaissent. Donc les ZIP, c'est quoi? C'est des zones industrialo-prioritaires. Donc industrialo-prioritaire avec un tiret entre les deux. Ce sont des vastes zones industrielles qui sont construites à côté des ports.
Et donc, on en a une à Dunkerque et Fos-sur-Mer. Par contre, oh shit. Fos-sur-Mer, c'est où? C'est pas dans. Fos-sur-Mer. Je dirais le Voilà. sud, avec un truc comme ça. C'est pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est près de Nîmes. Entre Nîmes et Toulon. Entre Nîmes et Marseille. Bref. Donc, on en a une à Fos. Et enfin, il y a le RER qui est construit. Donc, pour faciliter les migrations pendulaires entre la banlieue parisienne et Paris. Et puis même rien en fait. Alors ensuite, l'État, il devient un acteur culturel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que De Gaulle, il va créer un ministre des Affaires culturelles et ce ministère-là, il va le donner à André Malraux. Donc André Malraux, vous allez me dire, André Malraux, c'est un écrivain, donc un grand penseur, un intellectuel, un contemporain de Camus. Camus, quand il a eu son prix Nobel en 58 ou 59, je sais plus, peut-être 57. Enfin bref, quand il a eu son prix Nobel dans les années 50, on va dire ça, lui, il disait ah, c'est pas juste, c'est Malraux qui aurait dû l'avoir. Enfin voilà, pour vous dire un peu qui c'est le bonhomme. Et donc André Malraux, il était aussi aventurier. Donc je crois qu'il a beaucoup voyagé en Indochine. Et donc André Malraux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire en sorte que tous les Français aient accès à la culture. Donc pour que les Français aient accès à la culture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des maisons de la culture en 61. Des maisons de la culture pour l'ensemble des Français. Et donc à partir de là, on va avoir une France qui va se développer intellectuellement. Et c'est pas plus mal. Parce que sinon, on serait encore des gros débiles. Et ça avait On est du un peu succès, toujours. ça, Mais... il y avait beaucoup de monde qui allait dans ces maisons de la culture. honnêtement, je pense que oui. Après, c'est pas tout le monde qui allait, tu vois. Je pense que, De la culture. tu vois, que ça dépendait des classes sociales. Ce qui est plutôt Ouais, dommage. Et alors qu'au contraire, c'était fait Oui, pour bah oui, justement, à mon encourager la avis, c'est mixité ceux qui sociale. y allaient pas qui en avaient le plus besoin. Voilà. Ensuite, après, c'est plutôt sous Pompidou, ça. La culture, elle est aussi développée par l'encouragement à la création artistique. Donc Pompidou, Pompidou, c'était un normalien, donc il a fait l'ENS. Donc je sais plus, je crois qu'il était agrégé de quelque chose. Attends, je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie. Bon, bref, donc Pompidou, lui, il était féru d'art. Honnêtement, c'était un grand lecteur. Il était collectionneur d'art. Et donc lui, il va essayer de faire en sorte qu'il y ait une grande qu'il y ait un gros développement dans ce domaine-là. Attendez. Voilà, normalien, agrégé de lettres, maître des requêtes honoraires au Conseil d'État et ancien directeur général de la Banque Rothschild. Et il devient membre du Conseil constitutionnel de 59 à 62, puis occupe la présidence d'un. Bref. Ensuite, je vais vous parler, pour finir, de la présidence de Pompidou. Donc, Pompidou, il est élu suite à la démission de De Gaulle en 69. Donc, Pompidou, il est élu face au centriste du MRP, Alain Poher, P-O-H-E-R. Donc, lui, on s'en fout, hein, de manière, il sert à rien dans l'histoire. Donc, Pompidou, lui, il va mettre en place, il va le rendre plus jeune, on va dire. Rémi, faut pas que Momo change de diapo. Si, bon, change de diapo, Momo. C'est bon? Ouais. Vous y êtes? Hop là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Pompidou? Pompidou, il va mettre en place un gaullisme Jones, qu'on appelle le néo-gaullisme. T'es cash, Donc, vois ton curseur, arrête. donc le néo-gaullisme, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, tout pareil, sauf que il y a moins de conservatisme social. Et ça change tout. Parce que là, on a une période qui suit mai 68. Donc mai 68, c'est la période où les étudiants, ils vont se révolter. Les étudiants, ils se disent, on a 20 ans, mais on n'est pas autonome, on n'a même pas la majorité. Donc à partir de ce moment-là, je ne sais plus en quelle année c'est, il va y avoir la majorité qui va être reculée de 21 à 18 ans.
par exemple, par Alors, Pompidou. ça, Et ça doit pas être en 68, si je peux me permettre, parce qu'en 69, mon père, il avait 17 ans et il a quand même été majeur à 21 ans, donc ça devait pas être en 68 que ça a été fait. ah ouais, Ouais, attends, ouais, attends, je vérifie. je crois. Hein. Faudrait que je leur demande. Mais je crois que c'est sous Pompidou. Voilà. Et Pompidou voulait aussi ouvrir la voie à la. Comment on appelle ça? À l'émancipation des femmes, voilà. Attends. Majorité, France, réforme. Bon, attends, j'essaie de voir. Quand même, parce que. Putain, réforme des retraites, réforme des retraites. Alors, majorité, France. Voilà. Majorité. Histoire du concept de majorité civile. Droit romain, histoire de la majorité civile. 74. En France, la majorité civile a été fixée à 18 ans depuis le 5 juillet 1974. Ouais, oui, c'est ça. Merci Thibaut. Donc, Pas de souci. attends, il est mort quand Pompidou? Parce que ça se trouve, il était cané avant. Oh, il est mort en 74. Oui, mais est-ce qu'il est mort juste avant ça ou après ça? Ah, bah il est mort juste avant. Donc c'était sous Giscard, j'ai dit de la merde. Fête de avril, putain. Voilà, donc Giscard, voilà. Giscard aussi va s'inscrire dans les. Bon, enfin, en fait, Giscard, ça va être compliqué pour lui. Je vous explique pourquoi. Alors, mais Giscard, on va plus en parler. Hein. Après, je suis né Pompidou. Après. Donc, il y a plus d'ouverture, plus de progressisme dans le néo-gaullisme de Pompidou. Et ce progressisme, il va aussi passer par une décentralisation. Donc, la décentralisation, c'est quoi? Donc, déjà, je vais parler de ce que c'est que la centralisation. La centralisation, c'est le fait que tout le pouvoir est concentré en un seul pôle, c'est-à-dire l'État, en un seul lieu, la capitale. Voilà, c'est ça la définition de la centralisation. Et les décisions prises par le pôle s'appliquent à tout le territoire. Sauf que Chaban-Delmas, le premier ministre de Pompidou, donc Chaban-Delmas qui est un maire historique de Bordeaux. Hein, si vous allez à Bordeaux, Oui, il y a le stade. C'est pas le que, stade de pas- rugby. Je vous le dis. Non, mais mec, Voilà. pas que. Moi, je voulais dire qu'à Bordeaux, il y a à côté de l'ENM, à côté de l'École nationale de la magistrature, il y a une grande place avec la cathédrale. Et sur cette grande place, on a une. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas la place des grands hommes. Hein. La place des grands hommes. La place des grands hommes, c'est la place circulaire avec la halle au milieu. Oui, avec un gros truc au milieu, on voit rien. Ouais, Vous êtes tous c'est la déjà place allés des à grands Voilà. hommes, ça. Mais Je mec, suis Bordeaux, allé, c'est mon terre-terre. C'est quelques sympa. fois. Donc, bref. Alexandre Et le donc, Suédois, c'est sur son terre. cette plaque-là, on, Bah on oui. a, on a une grande plaque avec tous les maires de Bordeaux. Et Chaban-Delmas, il prend au moins 3 plaques. Vraiment, parce que je crois qu'il a été maire pendant, allez, facile 40 ans. Ouais, ça va être ça. Ouais, c'est Et genre donc, Juppé, mais avant. Le mec pesait, quoi. ouais, c'est plus ce qu'il pesait. C'est le mec, c'est le Bordelais, quoi. Ouais, je crois que c'est près de la rue Montesquieu. Oh, ça pète, putain. On dirait le truc Donc, au niveau de Châtelet-Léal. Donc Chaban-Delmas, il va initier cette décentralisation. Donc l'État, il va déléguer une partie de son pouvoir aux régions et aux départements. Donc c'est ça la décentralisation. Après, il y a Mesmer qui remplace Chaban-Delmas en 72. Mesmer, hein, c'est pas, non, c'est pas, il a aucun lien avec l'hypnotiseur. Je suis déçu. Non, c'est pas c'est un hypnotiseur. Ouais, c'est un hypnotiseur, Mesmer, c'est ça. Ouais, Et donc, ouais, parce que Mesmerize, c'est hypnotisé en Ouais, anglais. vraiment, c'est un Voilà. verbe en anglais. Genre, mesmerize, c'est hypnotisé. Voilà. Et donc, voilà. Mesmer, lui, il est plus conservateur, donc, paf, il va stopper ça. Puis en 73, ça va être le choc. En 73, qu'est-ce qui se passe? Rappel des faits. Pourquoi il y a eu un choc pétrolier? Vous vous souvenez quand même. Elle a eu en cours, ça. C'est à Bah cause oui, ils ont C'est en quoi augmenté le prix du c'est à cause baril. du conflit entre L'Irak. l'Égypte et. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas l'Égypte. Qu'est-ce que tu dis, C'est mon gars? l'Arabie Saoudite qui a augmenté. On est décédé, on l'entend plus. Non, mais je suis là. Et pourquoi pourquoi tout d'un coup, ils augmentent le baril, les pays arabes?
le prix du baril. Pourquoi? Mais C'est quoi le contexte? ouais, pour casser Oui, les mais couilles des pourquoi ils les Américains, parce que punissent les Américains, ils ont fait quoi de mal au final, selon eux? Oui, et donc en 73, qu'est-ce qui s'est passé juste avant le choc pétrolier? C'est quand ils ont un V3 Non. les troupes Non, c'est pas la guerre Irak. des 6 jours. C'est pas la guerre des 6 jours. C'est pas les massacres de Salah et Shamala? Non, ça c'est plus tard. Ok. Le nom de la guerre, c'est le nom Ah, d'une c'est la fête guerre. religieuse. C'est pas après le Kippour? Ouais, Si, c'est ça. c'est le Kippour. Ah, c'est les pays arabes, ils ont voulu faire un coup de pute à Israël. Alors, au final, ils se sont fait éclater la gueule comme d'hab. Et non mais faut le dire, hein. Ils se sont fait poutrer la gueule. Et, et donc ils étaient pas contents. Ils se sont dit ah vas-y, les États-Unis niquez vos mères, c'est bon, on rachète et ils ont augmenté le prix du baril. Voilà. Et donc ils ont augmenté le prix du baril à cause de tuer de merde. Et ben maintenant on a du chômage. Hein, donc il serait sûrement venu après le chômage, mais il serait peut-être venu moins tard. Et ça aurait peut-être été. sauf que là, ils ont pas trop le choix de baisser le prix en fait. Ouais, enfin sauf que là, non, là actuellement l'Arabie Saoudite elle a augmenté les prix parce que la Russie ils voulaient pas s'accorder. Hein. Donc ils ont dit ok. Non, ils ont baissé à fond les prix, c'est Je ça? sais pas Si, si vous si. avez vu, mais au Luxembourg, le diesel, il est passé en dessous d'1 euro le litre. Hein. De toute façon, Bah, ça sûrement parce que continue, donc on le verra. prix, Yes, cool. le prix en Ouais, Arabie faut pas Saoudite, déconner, c'est 50 l'Arabie Saoudite elle a cassé ses prix que pour baiser le marché et pour qu'il y ait une entente. C'est vraiment, vraiment C'est pas fou, ils ont un pouvoir énorme. Hein. Ils ont un pouvoir énorme les pays qui exportent du pétrole. Hein. On s'en rend pas assez compte. Et sauf que Pompidou en 74, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt. Et bah pam, il meurt de la grippe. Faux, hein, Pas de c'est faux, c'est chance. faux. Tout la Non, grippe. non. Je déconne. Mais il est mort pendant son mandat. Pompidou meurt de la grippe. Mais en majuscule, point d'exclamation. Je vous retrouve sur mon téléphone. Attendez, je vais vous trouver de quoi il est mort. Bah, c'est pas lui qui est mort en faisant l'amour à sa femme d'une crise cardiaque, quoi. Non, c'est Félix. Non, lui c'est Félix Faure, voilà. Elle me paraît bien renseignée, Mathilde, d'abord. En plus, c'était même pas sa femme, c'était une prostituée. Voilà. Et Pompidou, faut savoir qu'il était hyper abouffi à cause de sa maladie. Il était hyper serré dans son col de chemise. Du coup, c'est un peu marrant. Enfin, c'est horrible, hein, je me moque. Mais vas-y, c'est marrant. Attends. Ouais. Lésion bénigne d'origine vasculaire. Putain, c'est quoi cette merde? Il a eu un quoi? Voilà. Les déclarations officielles font état de sa grippe, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était mort de la grippe. Ah ouais, en fait, il prenait des corticoïdes et donc ça lui gonflait le visage à mort. Ah voilà, il est mort de la maladie de Waldenström. Lol. Mais Mohamed, il a toujours le mot pour rire, c'est incroyable. C'est un cancer hématologique caractérisé par des ça, Mohamed lymphoplasmocytes, stade intermédiaire entre lymphocyte B et Ouais. plasmocyte. Mais Proliférant c'est de la très molécule une immunoglobine monoclonale. La maladie de Waldenström est rare puisqu'on recense chaque année 3 à 5 cas par million d'habitants, soit environ 180 à 300 cas en France. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 63 ans. L'origine de cette maladie demeure inconnue. Elle n'est ni contagieuse ni Rémi, la mortelle. suite. Il y a encore beaucoup de trucs à dire ou pas là? C'est fini. Et Ah. après Pompidou, avec le contexte de crise économique, dû au choc pétrolier, c'est la fin du gaullisme triomphant. Puis il y a Giscard qui va arriver. Giscard, le